Le tête de Platon, notice introductrice par le traducteur Émile Chambry. Deuxième définition, la science et l'opinion vraie, suite. Serait-ce une sorte de méprise qui se produit lorsque, confondant dans sa pensée deux choses également réelles, on affirme que l'une est l'autre? Mais quand la pensée fait cette confusion, ne faut-il pas qu'elle se représente les deux objets à la fois ou l'un des deux? Si. Or le jugement étant un discours que l'âme se tient à elle-même, quand on prend une chose pour une autre, on se dit à soi-même que l'une est l'autre. Est-ce possible? Non, car il est impossible qu'en pensant aux deux objets à la fois, on juge que l'un est l'autre, et si l'on ne pense qu'à l'un des deux, on ne jugera jamais que l'un est l'autre. Il faut bien pourtant qu'il y ait une voie par où il est possible de prendre ce qu'on sait pour ce qu'on ne sait pas. Supposons dans nos âmes un bloc de cire où se gravent nos sensations, et que ce qui a été imprimé ainsi, nous nous le rappelons et le savons, tandis que ce qui s'est effacé ou n'a pu être gravé, nous l'oublions et ne le savons pas. Or, un homme peut-il se faire une opinion fausse en pensant que les choses qu'il sait sont tantôt celles qu'il sait et tantôt celles qu'il ne sait pas? Après avoir passé en revue tous les cas auxquels cette hypothèse donne lieu, Socrate en retient trois où la confusion lui semble possible. L'un, où l'on confond une chose qu'on sait avec une autre qu'on sait et qu'on perçoit. L'autre, où l'on confond une chose qu'on sait avec une autre qu'on ne sait pas et qu'on perçoit. Enfin, le troisième, où l'on confond ce qu'on sait et qu'on perçoit avec une autre qu'on sait et qu'on perçoit également. Par exemple, dit Socrate, « Je te connais, Théétète, et je connais aussi Théodore, et j'ai dans mon bloc de cire vos empreintes à tous deux. En vous voyant, je m'efforce d'appliquer la marque propre à chacun de vous, à la vision qui lui est propre, et de faire entrer et d'ajuster cette vision dans sa propre trace. Mais je peux intervertir, et mon opinion est fausse. L'opinion fausse ne peut résister que dans les choses que nous savons. Quand nous ajustons directement et exactement à chaque objet les empreintes et les marques qui lui sont propres, notre opinion est vraie. Si nous les ajustons obliquement et de travers, elle est fausse. Ici, une objection grave se présente. Si l'opinion fausse n'est ni dans les sensations, ni dans leur rapport mutuel, ni dans les pensées, mais dans l'ajustement de la sensation à la pensée, on ne devrait pas confondre deux objets connus seulement par la pensée. C'est pourtant ce qu'on fait quand on se trompe dans les nombres, quand on croit par exemple que 5 et 7 font 11 et non 12. Pour expliquer la possibilité de l'erreur en ce cas, Socrate compare notre esprit à un colombier qui contiendrait des oiseaux dont les uns vivent en groupe, d'autres en famille, quelques-uns solitairement, mais voltigeant parmi tous les autres. Nous les avons tous dans notre esprit, mais quand nous voulons en saisir un, il se peut que nous en saisissions un autre que celui que nous voulons, un ramier pour un pigeon, et cela, c'est l'opinion fausse. Mais à la réflexion, Socrate n'est point satisfait de cette explication. Il est, dit-il, absurde de prétendre qu'ayant la science d'un objet, on ignore cet objet, non par ignorance, mais par la science même qui lui est propre, et qu'on prenne cet objet pour un autre. Peut-être, réplique Théétète, aurions-nous dû mettre des ignorances avec des sciences. Mais alors, nous nous engageons dans une voie sans fin. Ces sciences et ces ignorances seront l'objet de nouvelles sciences qu'il faudra pourchasser en de nouveaux colombiers. Théétète en revient alors à définir la science par l'opinion vraie. Mais l'expérience journalière des tribunaux montre que l'opinion vraie se rencontre chez les juges sans la science. Troisième définition, la science et l'opinion vraie accompagnées de raison. Théétète propose alors une troisième définition qu'il a entendu faire par quelqu'un, c'est que la science et l'opinion vraie accompagnées de raison,
c'est-à-dire d'une explication analytique ou définition. Les choses dont on peut rendre raison sont connaissables. Celles dont on ne peut rendre raison, inconnaissables. De mon côté, dit Socrate, j'ai entendu dire à quelqu'un que les éléments premiers dont nous sommes composés sont inconnaissables et ne peuvent être que nommés, et qu'au contraire, les objets qui en sont composés sont connaissables, car la combinaison dont ils sont formés est l'essence de leur définition. Mais est-il possible que les éléments étant inconnaissables, le composé qui en est formé soit connaissable ? Si par exemple les lettres sont inconnaissables, comment la syllabe peut être connaissable ? Si la syllabe consiste dans les éléments assemblés, comment peut-on ignorer les éléments séparés et les connaître réunis ? Si elle est au contraire une entité unique, elle ne doit pas avoir de partie, elle est invincible et par conséquent, elle n'est pas plus connaissable que les éléments. D'ailleurs, l'expérience prouve que les éléments se prêtent à une connaissance plus claire que les syllabes. Quand on apprend à lire, on ne fait pas autre chose que de distinguer les éléments. Quand on apprend la musique, on commence par les notes. C'est que l'élément est plus connaissable que le composé. Mais revenons à tes définitions et dis-moi tête ce qu'il faut entendre par cette raison qui accompagne l'opinion vraie. Pour moi, je crois qu'il faut entendre par là une de ces trois choses. La première est de rendre sa pensée sensible par la voix au moyen des noms et des verbes, de sorte qu'on la peigne dans la parole comme dans un miroir ou dans l'eau. En ce sens, le jugement vrai sera toujours accompagné de définitions dans tous ceux qui pensent juste sur quelque objet, et jamais le jugement vrai ne se trouvera sans la science. La deuxième consiste dans l'énumération des parties ou éléments. Mais on peut énumérer toutes les parties d'un objet, n'ayant d'elle qu'une opinion vraie, mais non la science. Enfin, la science est la définition par la différence caractéristique. Mais la connaissance de cette différence caractéristique est justement ce qui rend l'opinion vraie. Dès lors, nous n'avons pas besoin d'ajouter la raison à l'opinion vraie, puisqu'elle y est déjà. C'est donc une sotte réponse, quand nous demandons ce que c'est que la science, de nous dire que c'est une opinion droite jointe à la science, soit de la différence, soit de toute autre chose. Ainsi, la science n'est ni la sensation, ni l'opinion vraie accompagnée de sa raison. Mais si la discussion n'a pas abouti, elle aura du moins appris à tête à ne pas croire qu'il sait ce qu'il ne sait pas. Socrate lui donne ainsi qu'à Théodore rendez-vous pour le lendemain, et il les quitte pour aller répondre à l'assignation de Mélétos.